Madame la rapporteure, je vous passe maintenant la parole, chère Barbara. Merci, messieurs les présidents. Alors, rappeler quelques éléments déjà développés, donc je le ferai courtement par Julien. Donc, lors de cette mission, on a auditionné à peu près 70 personnes. On s'est déplacé en France et aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis? Parce que c'est le parc nucléaire le plus important du monde et qu'ils ont beaucoup de réacteurs qui sont assez comparables aux nôtres. L'objet, je le reprécise, c'est la faisabilité technique et la faisabilité financière de ce démantèlement. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question maintenant? À mon sens, pour deux raisons essentielles. D'abord parce que 80% du parc nucléaire français arrive à la fin de sa durée d'exploitation initialement prévue, qui était de 40 ans. Et aussi parce que courant 2015, on a voté une loi sur la transition énergétique et la croissance verte qui prévoit une réduction qui prévoit une réduction de 75 à 50% de la part d'énergie nucléaire dans la production d'électricité en France d'ici 2025. Une seule certitude, parce que Julien en a fait état, ça a souvent été difficile d'avoir des informations certaines. Une seule certitude, le démantèlement aura forcément lieu. Il s'impose à tous. Qu'on soit d'ailleurs favorable ou pas à la poursuite d'une filière nucléaire en France, ce n'est pas l'objet du rapport, mais dans tous les cas, il faut qu'on montre qu'on est en mesure de faire ce démantèlement. En tout cas, il apparaît que la filière nucléaire française n'avait pas ou très mal anticipé ce démantèlement, assurément pas sur le premier parc. Donc sans la moindre originalité, j'organiserai mon propos autour de ces deux points principaux, la faisabilité technique et la faisabilité financière. Sur le point de la faisabilité technique, je distinguerai pour commencer les deux parcs d'EDF. Le premier parc, le plus ancien, composé de 9 réacteurs, tous à l'arrêt. Les 6 réacteurs à unité graphite-gaz. Le réacteur à eau lourde de Brennilis en Bretagne, Superphénix et Shoah, qui est aussi un réacteur à eau pressurisée, mais plus petit, 300 MW, et qui est aussi dans un espace fermé, confiné, une grotte, non, comment on dit pardon, il est souterrain. Voilà. Et le deuxième parc, plus récent, avec 58 réacteurs à eau pressurisée, assez homogènes, construits pour la plupart d'entre eux entre 77 et 87, et qui sont tous en fonctionnement aujourd'hui. Flamanville, donc seul réacteur en construction, n'est pas inclus dans le deuxième parc d'EDF. Donc je reviens au premier parc. À l'exception de Shoah, dont le démantèlement est presque terminé, rien ne s'est passé, je ne sais pas si on doit dire comme prévu ou comme il aurait fallu. D'abord sur les graphites-gaz, à la fin des années 90, ils étaient tous arrêtés. La fin prévue du dernier démantèlement était pour 2041. Mais en raison de difficultés techniques, reconnues d'ailleurs très simplement par EDF et son responsable du démantèlement, M. Granger, que je cite, nous sommes face à une difficulté technique non résolue à l'échelle industrielle. Alors, je crois que nous avons tous été un peu quand même intrigués ou interloqués de la découverte de ce problème de faisabilité technique seulement très récemment. Vous avez vu que courant 2016, EDF a dit qu'il reporterait, enfin qu'il voyait la fin du démantèlement de ces centrales, qu'il le reportait à 2100, alors que c'était prévu 2041, alors même que ça fait 20 ans que la dernière centrale a été arrêtée, que ça fait 19 ans que le réacteur de Fort-Saint-Vrain, qui est un réacteur américain, qui a beaucoup de caractéristiques semblables à celles de nos unités graphite-gaz, même si ce n'est pas exactement le même. Donc 19 ans après la fin de ce démantèlement, après 15 ans d'études d'EDF, on se rend compte que et la validation de la stratégie d'EDF par l'Agence de sûreté nucléaire, on se rend compte que finalement, ça n'est pas possible et qu'il va falloir reporter ce démantèlement, comme le dit l'ASN, au début du 22e siècle. Donc ça veut dire plus d'un siècle pour démanteler des centrales. La situation de Brennilis. Alors Brennilis, c'est une vieille centrale à eau lourde de Bretagne. C'est un petit réacteur de 70 MW qui aura fonctionné entre 17 et 18 ans. Si tout se passe bien, selon les pronostics d'EDF, ce démantèlement devrait être terminé en 2032, c'est-à-dire 47 ans. Donc 18 ans d'exploitation pour 47 ans de démantèlement si tout va bien. Enfin, Superphénix, qui a été arrêté en 1997, donc 20 ans,
présente des problèmes particuliers en raison de la difficulté à évacuer le sodium qui, à l'état liquide, explose au contact de l'eau et qui prend feu au contact de l'air. Alors, ces installations ne sont pas standardisées, elles ont toutes des particularités, donc il y a des surcoûts qui sont difficiles à anticiper. EDF n'a pas été en mesure, ou n'a pas souhaité, nous fournir le montant déjà dépensé ou prévu pour ce démantèlement. La seule donnée qu'on ait, c'est une évaluation de la Cour des comptes qui date de 2006, qui évaluait le coût du démantèlement de Brennilis à 482 millions, ce qui veut dire 20 fois plus que le coût initialement prévu. J'en viens au deuxième parc, donc les 58 réacteurs aujourd'hui en fonctionnement, les réacteurs à eau pressurisée. Donc on n'a pas de raison de douter a priori, et c'est le retour qu'on a eu de la plupart de nos interlocuteurs, que EDF ne soit pas en mesure techniquement de réaliser ce démantèlement. Reste quand même la difficulté à faire ces gestes en milieu radioactif. Donc pour ça, ils ont anticipé aussi. Il y a un certain nombre notamment de robots qui existent pour éviter que des individus soient obligés d'aller dans des zones trop fortement radioactives. Reste quand même aussi une petite limite, c'est que comme les centrales n'avaient pas, quand elles ont été construites, vraiment conçues pour être démantelées, il y a parfois aussi un certain nombre de difficultés parce qu'il faut introduire ce robot dans le lieu à démanteler. Il faut aussi qu'il ait suffisamment d'espace pour évoluer. Donc a priori, on sait faire ça, mais enfin, il y a quand même un certain nombre de difficultés. Après, s'ajoute une autre difficulté qui est liée à quelque chose qui en général est invoqué comme un avantage réel, la standardisation du parc. Donc, a priori, sensiblement les mêmes centrales. Donc, on se dit, si on sait faire sur une, on se sert de cette expérience pour pouvoir faire sur les autres. On n'est pas obligé de sans arrêt réinventer. Après, il y a quand même une difficulté, c'est que comme elles ont été construites à peu près, toutes en même temps, entre 77 et 87 pour l'essentiel d'entre elles, on peut supposer que leur démantèlement interviendra sensiblement dans la même période. Donc, est-ce qu'on aura et le personnel et le matériel suffisant pour faire ça de façon simultanée? De même, si une difficulté est rencontrée sur un réacteur, est-ce que, comme le parc est standardisé, est-ce qu'on ne risque pas de la rencontrer aussi sur les autres réacteurs? À ces difficultés s'ajoute quelque chose qui est un peu en marge de notre travail, mais qui évidemment compte aussi dans la faisabilité technique. Pardon. C'est l'engorgement des lieux de stockage et pour l'instant l'absence de filière qui soit adaptée concernant le graphite usagé. J'en viens à la deuxième partie. Donc, je viens de terminer la partie concernant la faisabilité technique. Nous considérons qu'elle n'est pas entièrement assurée. Concernant la faisabilité financière, ce qu'on a constaté, mais vous avez déjà entendu Julien Aubert, notre interprétation n'est pas totalement la même si sur l'essentiel on est d'accord. Je considère que les charges de démantèlement sont vraisemblablement sous-évaluées et donc en conséquence sous-provisionnées. Quelques chiffres, même si je ne vais pas vous abreuver avec ça. On vous a laissé une note aussi à l'entrée, je crois, qui est aussi à disposition de la presse pour que les choses soient plus claires. Le premier, c'est 75,5 milliards qui est le coût final global prévu pour le démantèlement, donc coût final global estimé par EDF. Donc cette somme sera décaissée progressivement au fur et à mesure des démantèlements. 36 milliards, c'est la somme qui doit être provisionnée, mais c'est une simple écriture comptable. Et 23,5 milliards, c'est la somme qui doit être juridiquement couverte par des actifs dédiés, c'est-à-dire les 2 tiers. C'est une spécificité de la loi française et c'est une spécificité heureuse à notre sens. Les comparaisons internationales. Donc on a commencé à essayer de regarder comment les autres pays estimaient leurs coûts. Alors, ils provisionnent tous davantage qu'EDF. Ça peut s'expliquer. Encore une fois, Julien Aubert l'a dit tout à l'heure. À la fois parce que ce ne sont pas forcément les mêmes opérations qui sont prises en compte et aussi parce que, et ça tout le monde en convenait, EDF a un parc à la fois, en tout cas son deuxième parc, à la fois important et suffisamment standardisé qui peut laisser espérer un certain nombre d'économies d'échelle qui ne sont pas pareilles dans les mêmes proportions, qui ne sont pas envisageables dans les mêmes proportions dans les autres pays. Pour autant, les chiffres qui sont annoncés par d'autres pays, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis, se base sur des démantèlements qui ont été effectivement réalisés, donc qui sont vraisemblablement aussi un petit peu plus proches de la réalité. Parce que EDF aujourd'hui n'a mené aucun démantèlement jusqu'à son terme. J'en viens aux charges qui, à mon sens, sont objectivement non provisionnées. Il s'agit des taxes
et des assurances. Donc Julien Aubert disait tout à l'heure, l'État peut décider finalement qu'il ne les paye pas. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, il y a des taxes et des assurances à payer. Vous avez sans doute vu que le dernier collectif budgétaire a prévu de diminuer la taxe sur les installations nucléaires de base. En attendant, elle existe toujours et il faut bien la budgéter. Les assurances qui ne sont pas comptées. L'évacuation du combustible usagé. Alors, par principe, parce qu'il est considéré comme un coût d'exploitation et non comme un coût de démantèlement. Mais enfin, il y a bien un moment où il va falloir le financer. La remise en état des sols n'est pas prévue, car EDF envisage d'y construire, la plupart du temps, je l'imagine, de nouveaux réacteurs. À mon sens, s'ajoutent à ça des hypothèses qui sont optimistes. EDF mise sur une mutualisation qui repose sur l'hypothèse de construction de nouveaux réacteurs sur les sites concernés. C'est-à-dire qu'ils considèrent que quand vous avez 2 réacteurs l'un à côté de l'autre, si vous en démantelez un en même temps qu'il y en a un en fonctionnement, il y a un certain nombre de coûts, pas simplement de gardiennage, d'utilisation de machines, etc., qui peuvent servir pour les 2. On peut admettre que ça marche dans le cas du démantèlement du premier réacteur à côté de l'autre, mais pour que ça fonctionne pour le second, ça suppose qu'il y en ait un autre en construction ensuite. Ça n'est pas exclu, mais enfin, c'est quand même vraiment une version optimiste, optimiste du point de vue de celui qui finance de l'avenir, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas totalement décidé. Ensuite, un taux d'actualisation qui nous paraît optimiste aussi, même si évidemment on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc le taux d'actualisation, c'est en gros le taux d'intérêt qui est appliqué aux provisions, qui est le plus bas d'Europe. Le plus élevé d'Europe, donc le plus favorable. Nous n'avons pas de données précises, mais sans doute n'est-il pas possible de le faire, mais sur l'effet, sur le gain provoqué par l'effet de série. Donc l'effet de série, le fait qu'on en ait beaucoup et du coup qu'on produise beaucoup de démantèlement. Il y a aussi un sujet de discussion, à mon sens, sur la méthode de calcul du coût global, qu'on appelle la méthode d'Ampère 2009, donc 2009 parce qu'elle a été effectuée en 2009. En gros, on estime le coût du démantèlement d'un réacteur type, celui d'Ampère, qui est un réacteur de 900 MW, et on le multiplie par 58 pour avoir le coût global. 2 limites à cette façon d'évaluer le coût. D'abord, on ne prend pas en compte l'historique de chacun des réacteurs. Certes, ils sont sensiblement les mêmes sur la conception, etc. Mais enfin, il y a des événements sur les réacteurs qui ne sont pas les mêmes. Et donc ça n'est pas pris en compte. Deuxième chose, entre 2009 et 2017, il y a Fukushima, donc avec des exigences en termes de sécurité qui sont évidemment plus importantes. Nous avons interrogé EDF à ce propos, ils nous ont dit qu'ils l'avaient pris en compte. Ils nous ont dit aussi que ça ne changeait pas sensiblement les coûts. Moi, je veux bien adhérer à cette idée, mais ils devaient nous envoyer des éléments chiffrés qu'à ce jour, nous n'avons pas reçus. Enfin, il y a un autre coût qui n'est pas envisagé, c'est le coût social. Aujourd'hui, on estime en moyenne qu'une centrale nucléaire équivaut à peu près 1000 emplois directs. EDF nous a dit, quand on l'a interrogé, que, étant donné l'importance de son parc, des salariés qui ne travailleraient plus sur un parc pourraient travailler sur un autre. Ça n'est pas une hypothèse invraisemblable, mais enfin, il y a quand même un moment aussi une limite. Parce qu'il n'est pas absolument certain que chaque réacteur soit remplacé par un autre réacteur. Et quand bien même on referait des réacteurs, aujourd'hui ils sont d'une puissance plus importante que les autres, donc il y en aurait vraisemblablement de toute façon pas autant. Enfin, une dernière interrogation sur la nature des actifs dédiés et leur caractère liquide. EDF a par exemple inscrit au titre de ses actifs constituant ses provisions sa filiale RTE. Donc nous avons posé la question à EDF, est-ce que ça veut dire que si besoin en était, ils envisageaient de vendre RTE? Ils nous ont dit que non. Donc très bien. Mais en attendant, ça veut dire qu'il y a quand même un problème de liquidité. Et si on était confronté à cette difficulté, comment est-ce qu'on s'y prendrait? Alors, pour faire face à ces montants importants, la stratégie qui semble être retenue par EDF en matière de provision semble être de parier sur un allongement de la durée de vie de ces centrales nucléaires et sur un programme de grand carénage dont le montant
est sensiblement le même, 74 milliards que celui qui est estimé pour le coût total, donc par EDF elle-même, que le coût total du démantèlement. Cette stratégie aurait 3 conséquences évidemment favorables pour l'électricien: permettre aux provisions d'augmenter avec le temps, étaler le démantèlement pour éviter ce qu'on appelle l'effet falaise, c'est-à-dire le fait qu'on en ait tout d'un coup tout plein à faire de façon simultanée, éviter aussi l'engorgement des exutoires. Ça présente quand même un problème qui, au regard de ceux que nous représentons, n'est pas sans difficulté. C'est que c'est quand même aussi un petit peu une façon de s'asseoir sur la loi de transition énergétique qui vient d'être votée. Ce pari nous semble d'autant plus surprenant et audacieux que pour l'instant, l'électricien n'a pas eu l'aval technique de l'Agence de sûreté nucléaire pour la poursuite et le prolongement de la plupart de ces centrales. Donc, nous concluons, nous, qu'il est nécessaire de rediscuter et en fait de discuter beaucoup plus largement cette stratégie de démantèlement. J'ai presque terminé. Non, c'est pas pour. Oui, pas non, j'ai compris. Rapporteure. Mais c'est pour prévenir quand même mes collègues qui vont bientôt pouvoir poser toutes les questions, faire toutes les remarques qu'ils voulaient faire. Les enjeux à venir sont extrêmement importants en termes, on le développe peu, mais y compris potentiellement aussi en termes sanitaires, en termes économiques, financiers. D'autant que si EDF n'est pas en mesure de financer ce démantèlement tel que c'est prévu, ça veut dire qu'il va falloir que l'État s'y substitue, et en l'occurrence le contribuable. Le nucléaire s'inscrit vraiment dans un temps long, donc ça explique beaucoup de la difficulté, y compris d'ailleurs pour les opérateurs, à se projeter entre le moment où on pose la première pierre d'une centrale et le moment où le site est totalement démantelé et assaini. Il peut se passer assez facilement un siècle, voire plus d'un siècle. Donc, je pense que ça nous autorise aussi à nous interroger sur le rôle de l'État actionnaire qui détient 85% de l'électricien, parce que si la République, à travers sa tutelle sur EDF exercée par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer d'une part, et le contrôle effectué par l'Agence de sûreté nucléaire d'autre part, c'est aussi la République et donc nous tous qui sommes censés définir la politique de l'entreprise au regard de la participation qui a l'État. Enfin, et ce sera mes derniers mots, je voulais dire le plaisir et l'intérêt que j'avais pris avec mes collègues à faire ce travail, avec mes collègues, avec l'assistance de nos collaborateurs, des administrateurs de l'Assemblée, en particulier Monsieur Carlet et Madame Asselineau qui l'a accompagné. Remercier aussi les collègues, en particulier Guy Bayard qui était particulièrement présent, et aussi le sentiment, évidemment avec toutes les limites que ça comporte, mais d'avoir participé, en tout cas d'avoir contribué à faire œuvre utile, et remercier le président Jean-Paul Chandeguet d'avoir permis que cette mission se déroule, parce qu'on peut aussi s'étonner, pour terminer, que finalement on ne s'intéresse à cette question-là que maintenant, alors même que les réacteurs atteignent tous, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être prolongés, mais leur fin de vie initialement prévue, à savoir 40 ans. Je vous remercie de votre attention. J'ai sans doute oublié plein de choses, mais vous serez là pour me le rappeler. Merci, Madame la rapporteure. Je vais maintenant passer la parole au